Bonjour chers frères karimistes, merci de votre attention. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril 2024 et ceci est une discussion que je voudrais entamer avec vous pour aborder pas mal de questions, notamment les sorties de Pape Alé Niang concernant les préparations pour les élections. Donc il a fait des sorties préélectorales pour faire un round-up de l'actualité. Et voilà, donc avec sa présentatrice, sur leur plateau de Dakar Matin, ils ont eu à aborder pas mal de questions, notamment la question concernant le retour de Karim Wade et la participation, c'est-à-dire le sort qui a été réservé au Parti démocratique sénégalais et à notre candidat pendant ces préparations vers ces élections de 2024. Je m'en vais donc réagir par rapport à cela, même si ça a été fait tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais. Parce que vous savez, il y a de ces situations, il faut aussi réagir pour donner son avis. Nous sommes dans justement le contexte où il faut revenir sur tout ce qui a précédé les élections, sur tout ce qui a émaillé les élections, pour mieux préparer tout ce qui aura à suivre après les élections jusqu'aux prochaines. C'est comme ça donc que je compte faire. Voilà, donc Pape Alé Niang, que dire de Pape Alé Niang? Vous savez, Pape Alé Niang, il fait partie des journalistes sénégalais les plus connus. Voilà, c'est un journaliste qui est très connu. Moi, lorsque j'étais enfant, déjà, je l'entendais parler à la radio. Je crois qu'il faisait à ce moment-là les revues de presse, comme le fait actuellement Ahmed Aïdara. Ben voilà, donc c'est vraiment un ancien. Je l'ai même écouté qui disait qu'il a fait plus de 24 ans dans le journalisme. Donc vraiment, ça doit être quelqu'un qui aurait dû être une référence. J'utilise bien le conditionnel parce qu'il ne l'est pas. Malheureusement, Pape Alé Niang n'est pas un journaliste de référence. Ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Mais ce n'est pas qu'il soit pas recommandable que ça y est, on ne va pas l'écouter. Vous voyez bien qu'il anime un site, une page YouTube en tout cas, qui a une certaine affluence, donc il a une certaine capacité à influer sur la population dans son ensemble, aller même jusque dans la diaspora, même si d'aucuns disent que c'est un site qui lui a été offert par Ousmane Sonko. Mais bon, moi je ne vais pas voir les choses de cette façon parce que je connais beaucoup plus de Pape Alé Niang que ce que l'on dit actuellement sur lui, comme quoi c'est Ousmane Sonko qui lui aurait donné cela. Mais ça, c'était juste pour créer le buzz, à mon avis. C'était juste pour créer plus de bruit et donner beaucoup plus de valeur à la personne d'Ousmane Sonko. Mais je ne crois pas que le site même appartenait à Ousmane Sonko et que Ousmane Sonko le lui aurait donné. Ce que je crois concernant les réseaux sociaux, c'est que certes, il y a d'autres journalistes de plus grande envergure tels que l'autre là, comment il s'appelle encore, Diagne, l'ancien directeur de la RTS. Mais il y a de très grands journalistes, celui qui est actuellement le directeur de la CNRA. Voilà, donc ce sont des journalistes qui ont une capacité d'influence et qui ont la capacité, pas seulement d'influence sur les populations, mais sur le milieu de la presse. Voilà, donc ils ont une capacité d'influence qui peut amener même des patrons de presse à s'engager dans des entreprises de journalisme qui ont à peu près ce que l'on a avec Pape Alé Niang, avec son site Dakar Matin. Donc moi je ne crois pas que l'idée vienne de Ousmane Sonko. Mais il n'y a pas que ces patrons de presse, il n'y a pas que ces journalistes de plus grande envergure tels que les Babacar Diagne. Non, je crois que quelqu'un comme Pierre Goudiaby Atepa, il a aussi une capacité d'influence. Parce que le Sénégal, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il est tellement organisé, le Sénégal est organisé de sorte que ce que l'on voit et que l'on connaît ne représente rien par rapport à ce qui se cache dans ce pays. Vous prenez par exemple le cas de la communauté des Lébou. La communauté des Lébou, on ne connaît que les grands serignes et les quelques djarafs qui se présentent. Mais la communauté des Lébou, c'est un État.
C'est un État, c'est comme les Nations Unies. Donc tout ce que un pays, un État comporte, la communauté des Lébou le comporte. Et il n'y a pas que les Lébou. À côté des Lébou, il y a les néocolonialistes. Voilà. Donc ce sont des gens qui s'organisent et qui vont chercher aussi leurs médias. De la même manière, un État a ses médias tels que la RTS, tels que la 2STV et d'autres médias qui appartiennent à l'État. De la même manière, ces groupes se sont organisés pour obtenir des représentations dans la presse. C'est pourquoi il faut être très prudent quand on vous dit que c'est Ousmane Sonko qui aurait offert à Pape Alé Niang un groupe de presse. Non, moi ça je ne crois pas en ces choses-là. Je crois que c'était tout simplement des effets d'annonce que l'on a injectés dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour donner beaucoup plus de valeur à Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, je ne crois pas qu'il soit vraiment ce que l'on voudrait lui faire passer. Il n'a pas cette trempe-là, il n'a pas cette capacité-là. Je ne le vois pas intelligent à ce point-là, Ousmane Sonko. Voilà. Donc je crois que Pape Alé Niang, il tient son groupe de presse. Voilà, justement, soit des colonialistes, c'est-à-dire les Lébou et les Wolofs qui se sont organisés autour de la communauté, de la grande collectivité Lébou, qui est un État, qui est un État au même titre que le Sénégal est un État, avec son président. Voilà, donc ça, il faut comprendre les choses comme telles, comprendre la géopolitique interne du Sénégal, comprendre l'historique même de la politique du Sénégal, comprendre beaucoup de paramètres en rapport avec le fonctionnement de notre État. Mais il faut savoir que de notre État, ce qui est visible ne représente rien, c'est juste le bout de l'iceberg. Mais ce qui est caché dans l'aspect intrinsèque même de notre État est beaucoup plus massif, beaucoup plus volumineux que ce que l'on voit. Et les néocolonialistes autour de Pierre Goudiaby Atepa et des cadres soi-disant casamancés, c'est un terme qui se sont cherchés, mais si vous allez dedans, dans ce soi-disant collectif, il y en a même qui n'ont jamais posé les pieds ici au Sénégal et qui sont dans ce collectif des cadres casamancés. Je vous le dis et je vous le répète, je dis, il y a des gens qui n'ont jamais posé les pieds ici sur le sol sénégalais et qui sont dans le collectif des cadres casamancés. Si je vous parle de Pierre Goudiaby Atepa, vous allez découvrir davantage. C'est pourquoi lorsque j'ai discuté avec un gendarme, je lui ai fait savoir que Pierre Goudiaby Atepa, Macky Sall l'a sous-estimé. Macky Sall a sous-estimé Pierre Goudiaby Atepa. Et c'est là où il a mordu la poussière. C'est pourquoi il a refusé de le recevoir. Mais lui-même, Macky Sall, il ne peut pas vous expliquer comment il s'est retrouvé du jour au lendemain à recevoir Pierre Goudiaby Atepa. Parce qu'il l'a sous-estimé. On ne sous-estime pas Pierre Goudiaby Atepa. Vous le faites, vous en mordrez la poussière. D'ailleurs, en 2022, lorsque notre équipe du Sénégal est partie en Coupe du Monde au Qatar, j'ai vu Macky Sall, Pierre Goudiaby Atepa et je ne sais qui d'autre s'empresser pour aller rencontrer Karim Wade au Qatar. Lorsque j'ai vu ces images-là, le lendemain, j'ai essayé de contacter Lamine Ba, le président des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais. Mais je n'ai pas pu le joindre. Mais j'ai insisté, je n'ai pas pu le joindre. Finalement, j'ai joint Mbaye Mboup, qui se trouve au niveau des parcelles et qui milite ici au niveau de Biscuiterie. Je l'ai joint et je lui ai dit de grâce, je n'ai pas la possibilité de discuter avec Karim Wade directement, mais de grâce, au sein des cadres libéraux, je sais que vous avez la capacité de joindre Karim Wade. Faites le nécessaire pour lui dire de s'écarter de Pierre Goudiaby Atepa. Vous vous imaginez à cette époque-là, je lui disais et je le mettais en garde. Je ne sais pas s'il a fait parvenir le message ou pas. Demandez à Mbaye Mboup. Je l'ai appelé plusieurs fois. On s'est entretenu au téléphone plus d'1 heure de temps. Je lui ai parlé, je lui ai demandé de parler aux cadres libéraux du FNCL, la Fédération nationale des cadres libéraux. Je lui ai dit de leur parler et de dire à Karim Wade de faire attention à Pierre Goudiaby Atepa parce qu'il est dans ma ligne de mire. Je lui ai déclaré la guerre. Lui-même, Pierre Goudiaby Atepa, il le sait. Et que si Karim Wade continue de trimer avec lui, ben, il va devoir recevoir mes coups parce que je vais tirer dans son sens. Je vais tirer contre Pierre Goudiaby Atepa. Je l'ai dit plusieurs fois. Et le temps va venir. On aura le temps. Vous allez découvrir qui est Pierre Goudiaby Atepa. Plus maléfique que Pierre Goudiaby Atepa sur le continent africain, il n'y en a pas. Maintenant, je ne sais pas si Mbaye Mboup il a continué cela, mais avec Pierre Goudiaby Atepa, il faut s'attendre au pire. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui,
Il n'y a pas photo. C'est lui qui nous a fait perdre ces élections. C'est lui qui a fait en sorte que nous nous retrouvions écartés de la course. Mais tout était dans le bon sens. Nous étions en train de cheminer tranquillement jusqu'à ce que de 21 candidats, on a écarté la candidature de Karim Wade. Tout était dans le bon sens. On avait tout réuni. Tout était réuni. Il n'y avait rien. Absolument rien. Mais il a fallu que Pierre Goudiaby intervienne. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes interventions, l'homme propose, Dieu dispose. Et ici, Pierre Goudiaby s'est interposé. Voilà ce qui s'est passé pour nous, ce qui nous concerne. Et ce sont des gens comme les Pierre Goudiaby Atepa qui représentent la communauté des néocolonialistes, à côté de la communauté des colonialistes, qui sont incarnés très souvent par le grand Serigne de Dakar, je ne sais pas comment, Ibrahima Diagne et Abdoulaye Matar Diop pour les Wolofs. Et il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle encore, Maître Doudou Ndoye, qui vient de créer le club de Dakar à côté, c'est-à-dire le répondant du club de Paris, pour vous montrer que tout est en train d'être organisé pour amener le peuple sénégalais à se mettre dans une situation de servitude au profil de l'empire colonial. Moi, je ne vais pas parler de la France, parce que la France n'est qu'un épiphénomène. Mais il faut savoir que Macky Sall, qui avait refusé de recevoir Pierre Goudiaby Atepa, il a tenu tête, parce que Pierre Goudiaby Atepa est son supérieur dans l'ésotérisme. Mais Macky Sall a voulu lui tenir tête, mais il l'a sous-estimé. Parce que Pierre Goudiaby Atepa, il a des moyens de contorsion pour contraindre Macky Sall à accepter. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, lorsque j'ai entendu que l'Italie avait organisé un sommet et que Macky Sall avait été invité, j'ai tout de suite compris qu'il allait être savonné une fois parti au niveau de l'Italie. Et d'ailleurs, il y a eu une sortie médiatique des médias français qui ont dit que l'Italie veut faire cavalier seul. Tout de suite, j'ai compris que, voilà, donc le Sénégal, c'est-à-dire l'empire colonial, je ne vais pas parler de la France, mais l'empire colonial est en train de perdre pied au Sénégal. Et il a fallu que l'Italie intervienne, parce que c'est l'Italie qui a colonisé la France, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc ceux qui dénoncent la France comme étant un État colonial qui est en train d'opprimer le Sénégal, c'est des gens qui ne connaissent pas la géopolitique, ni l'historique, mais ni l'histoire même de l'impérialisme colonial. Mais quand il faut vraiment se départir du colonialisme, ce n'est pas à la France qu'il faut s'adresser, ce n'est pas contre la France qu'il faut se dresser, mais c'est contre l'Italie. Et il faut faire la différence entre le Vatican et l'Italie, parce que ce sont deux États qui partagent le même territoire. Ce n'est pas parce que le Vatican est dans un petit État que voilà, donc non, c'est toute l'Italie qui concerne, parce que il faut savoir que le Vatican, ça va l'Église catholique, ce n'est pas que le Vatican. Voilà, donc il ne faut pas confondre l'Italie et le Vatican. Voilà. Et dans une interview, j'ai vu Pierre Goudiaby Atepa qui parlait fièrement en disant oui, moi j'appartiens à l'Église catholique romaine, avec sa façon de parler. J'ai tout de suite compris que c'est quelqu'un qui a un certain rapprochement. Hein. Quand je dis un rapprochement, c'est très. L'ésotérisme dont il est le représentant ici en Afrique et dans le monde noir, lui confère quand même de pouvoir s'incruster dans ces milieux tels que l'Italie et l'Église et voilà donc l'État romain, l'État italien, voilà, et de pouvoir jouer le rôle des médiateurs et de pouvoir assouvir, même de pouvoir permettre à l'empire colonial de pouvoir assouvir ses désirs ici en Afrique. Donc il faut savoir que ce bretelle-là, cette bretelle, je dirais plutôt, que constitue Pierre Goudiaby Atepa, ça nous a porté préjudice et il faut le savoir. Moi, j'avais alerté depuis très longtemps. Malheureusement, je ne sais pas si Mbaye Mboup a fait passer le message, mais en tout cas, Pierre Goudiaby Atepa, il est dans ma ligne de mire et ce n'est pas quelqu'un que je vais laisser. Je vais continuer à l'attaquer et je vais mettre beaucoup plus de poids dans ce que je vais mettre. Je vais porter comme attaque. Voilà, donc ce sera l'occasion pour moi de profiter, puisque maintenant nous avons Karim Wade dans notre panel, pour lui demander solennellement de se méfier de Pierre Goudiaby Atepa. Vous savez, en politique, je vais donner un conseil. En politique, il faut se méfier des personnes qui vous sont supérieures. Vous aspirez à devenir le sommet. Mais comment pouvez-vous vous accompagner avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est plus expérimenté que vous, qui a plus de diplômes que vous, qui a plus de relations que vous, qui est plus ancré dans l'ésotérisme que vous, et vous voulez vous cheminer avec lui et être le sommet d'un État.
Ça n'a pas de sens. Il faut avoir foi en soi pour pouvoir aller briguer les suffrages des Sénégalais. C'est comme ça la politique. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'ombre et vouloir être le sommet. C'est paradoxal, ça n'a pas de sens. Donc Pierre Goudiaby Atepa, pour tout homme politique, si vous êtes réellement éveillé et si vous vous y connaissez en politique, vous devez l'écarter. Voilà. Et moi, je vois derrière tout ce que Pape Alé Niang est en train de faire, j'y vois la main de Pierre Goudiaby Atepa. Ah oui, parce que Pape Alé Niang, c'est quelqu'un de très impliqué dans les questions casamançaises. C'est quelqu'un de très impliqué, à part Amadou Mbaye comme journaliste. Je ne connais pas un autre journaliste qui soit plus impliqué que Pape Alé Niang dans les questions de la Casamance. Et quand je dis que Pape Alé Niang est un journaliste de très mauvaise foi, ce ne sont pas les arguments qui manquent. Je vais vous donner le cas de la Casamance. Il fait partie des journalistes qui entretiennent l'idée selon laquelle il s'agit de l'indépendantisme, c'est-à-dire des rebelles qui voudraient l'indépendance, alors qu'il n'est pas question d'indépendance. Il n'a jamais été question d'indépendance. Tout le monde sait qu'il est question de culture et de trafic de cannabis en Casamance. Moi, je suis casamancé. Je suis né en Casamance, j'ai grandi là-bas certes, mais j'ai quitté depuis l'âge de 7 ans pour venir ici à Dakar. Mais n'empêche, j'y retourne de temps en temps. Mais depuis l'âge de 15 ans, je n'ai plus cultivé dans les rizières. Pourquoi? Parce que les rizières ont été réquisitionnées pour le compte de la culture de cannabis. Mais, montrez-moi une seule vidéo où vous allez voir Pierre Goudiaby Atepa dénoncer la culture de cannabis. Pendant toutes ces années-là, je suis né, j'ai trouvé Pierre Goudiaby Atepa empêtré dans ces choses-là. Mais nulle part vous ne le verrez dénoncer la culture de cannabis. Tout le monde sait que la cannabis, c'est une très mauvaise chose. J'avais même une de mes inconditionnelles, qui est une inconditionnelle de Abdoulaye Wade, qui était ici dans notre groupe Télécarem 5. Aujourd'hui même, avant de faire ce document-là, avant de faire cette discussion que je suis en train d'entraîner avec vous, je l'ai appelée au téléphone, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit que voilà, son fils n'a plus la raison, il a perdu la tête, on l'a interné à l'hôpital Fann et qu'il avait pris la fuite, mais on l'a encore retrouvé et on l'a ramené à l'hôpital Fann pour le soigner. Mais vous vous rendez compte, la culture de cannabis dans ce pays-là, vous voulez qu'on continue à entretenir ça dans ce pays-là jusqu'à quand? Combien de personnes sont mortes à cause de la culture de cannabis? Et lui, Pape Alé Niang, montre-moi où est-ce qu'il a dénoncé cette culture de cannabis. C'est l'un des journalistes avec lequel j'ai eu le plus d'informations concernant la Casamance. Comme je le disais tout à l'heure, à part Amadou Mbaye, je ne connais pas un seul journaliste plus imprégné de la situation en Casamance que Pape Alé Niang. Mais nulle part, lui-même connaissant la réalité sur le terrain, il a choisi volontairement de s'aligner avec des soi-disant indépendantistes, c'est-à-dire les rebelles. Mais il n'est pas question d'indépendance. Il n'a jamais été question d'indépendance, mais plutôt de culture de cannabis en Casamance. C'est des tonnes et des tonnes. J'en sais quelque chose. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je suis casamancé. Mais Macky Sall, qui s'est retrouvé face à Pierre Goudiaby Atepa et l'ayant sous-estimé, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je voudrais inviter les uns et les autres à avoir plus de connaissances dans la chose politique, mais dans la chose concernant chaque personnalité ici dans ce pays. Et Pape Alé Niang en fait partie. Il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas non plus le surestimer, mais il faut surtout le connaître, bien le connaître et bien l'appréhender. Je l'ai même entendu parler dans son plateau là pour dire que lui, il n'a pas reçu d'aide à la presse. Mais il n'est pas reconnaissant, Pape Alé Niang, lorsque je l'ai entendu parler d'aide à la presse. Mais l'aide à la presse, c'est Abdoulaye Wade qui leur a fourni. Avant Abdoulaye Wade, il n'y avait pas d'aide à la presse. C'est Abdoulaye Wade qui est l'auteur de l'aide à la presse. C'est lui qui a construit une maison de la presse pour les journalistes. C'est lui il était à 2 doigts même, Abdoulaye Wade, il était à 2 doigts de faire voter la dépénalisation du délit de presse pour les journalistes. Abdoulaye Wade, il a trop gâté les Sénégalais. Il a trop gâté les Sénégalais parce que ces gens-là ne méritent pas ce que Abdoulaye Wade a fait pour eux. Grâce à Abdoulaye Wade, aujourd'hui, tous les médias sénégalais s'expriment en Wolof. Vous vous imaginez, au temps d'Abdou Diouf, il finit un discours, vous lui demandez de faire le même discours en Wolof. Vous vous imaginez cela? Allez demander à Diatou Cissé Badiane ce que cela coûte de mettre la pression sur Abdou Diouf. C'est Abdoulaye Wade qui a gâté la presse sénégalaise. C'est Abdoulaye Wade qui a gâté la population sénégalaise. Tellement il les a gavés. Mais aujourd'hui, regarde comment il se retourne encore pour tirer contre Karim Wade.
Hein? Ça, ce sont des badoles, ce sont des gens de bas étage. Lui, il aime faire les grandes personnalités, mais c'est une personnalité de papier. Pape Alé Niang, c'est une personnalité de papier. Parce qu'il n'y a que le nom. Mais quand vous allez dans ses contenus, ce qu'il dit, ce n'est pas une personne de valeur, ce n'est pas une personne recommandable. C'est quelqu'un qui a regardé le droit chemin, le Sirat al-Mustaqim, qui a regardé le mauvais chemin et qui a choisi volontairement le mauvais chemin. Rien d'étonnant que de le voir aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand malade, hein? C'est un grand malade. J'emprunte le terme à la grande dame, Madame Viviane Wade, qui a lancé ce terme-là lorsqu'elle était première dame et présidente de la Fondation Éducation et Santé. Hein? En tout cas, elle a lancé ce terme-là. Ce terme a failli créer des bouquins au niveau de l'université. Les grands malades. Mais Pape Alé Niang est un grand malade. Voilà. Donc, vous savez, quand on n'est pas honnête dans la vie, voilà ce que cela coûte. Dans la vie, il faut être honnête. Et l'honnêteté, croyez-moi sur parole, ça joue énormément sur la santé. La plupart des gens, quand ils sont malades, il faut chercher dans leur passé. Très souvent, voilà, donc il y a des choses en rapport avec cela. Mais Pape Alé Niang fait partie de ces trempes de journalistes qui connaissent la vérité, qui connaissent le droit chemin, mais qui ont choisi délibérément de s'en détourner. Et ça, c'est ce qui fait de Pape Alé Niang une personne pas du tout recommandable. Pas du tout. Ce ne sont pas les arguments qui manquent. Si je devais m'épandre là-dessus, croyez-moi sur parole, j'allais dire des choses sur Pape Alé Niang que beaucoup de gens allaient connaître et allaient savoir que c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on se réfère à lui. Moi, quand je l'écoute, ce n'est pas pour me cultiver. Non, ce n'est pas Pape Alé Niang qui va me permettre de me cultiver. Mais il est bien dans ce pays qu'on écoute tout le monde. Aussi bien les bonnes personnes que les mauvaises personnes, pour pouvoir se situer et savoir exactement qu'est-ce qui guette comme danger le Sénégal. Mais Pape Alé Niang, c'est une personne de très mauvaise foi. C'est pourquoi là où il milite, ne vous fatiguez pas. Il n'y a que la rébellion là-bas. Il n'y a que des Bob Marley là-bas. Il n'y a que des cultivateurs de cannabis là-bas. Mais nous avons émis nos prières. Nous avons formulé nos prières. Et nous espérons que Dieu nous répondra. Parce que ces gens-là, ce qu'ils cachent, aussi longtemps que cela va durer, ça va sortir au grand jour. Et Pape Alé Niang fait partie de ceux-là justement qui sont en train de cultiver ce qui se fait dans le secret. Pendant la campagne électorale, pendant cette période post-électorale, toutes ces années qui se sont écoulées avant les élections, on a eu l'occasion d'apprécier et de savoir davantage qui ils étaient. Avant même les élections, lorsque on a fait cette amnistie et que les détenus sont sortis, ou certains détenus sont sortis parce qu'ils ne sont pas tous sortis, on a eu l'occasion de voir. Les Sénégalais ont commencé à hésiter. Ils ont commencé à hésiter. D'aucuns émettaient l'hypothèse selon laquelle l'autre là, comment il s'appelle encore, Diomaye n'est pas à la hauteur. Il n'est pas suffisamment mature pour prendre les rênes du pays. Hein? Voilà. Les gens commençaient à hésiter. Hein? Ce qui a poussé Diomaye à appeler Karim Wade, lui il le sait, parce qu'il savait qu'il en était dans une situation où les choses étaient incertaines pour lui. Et si Karim Wade n'avait pas intervenu, l'autre là, le Peul là, il allait lui créer des problèmes. Amadou Ba allait lui créer des problèmes. Si Amadou Ba n'avait pas gagné, ils allaient se retrouver au deuxième tour. Ça, c'était sûr. Donc, Diomaye, qu'est-ce qui l'a amené à appeler Karim Wade? Il le sait, parce qu'il savait qu'à quelques jours des élections, il était dans une situation très, très, très compliquée. Parce que les Sénégalais commençaient à douter. Ils commençaient à douter. Voilà. On avait suffisamment appris de Sonko et de Diomaye et du parti PASTEF pour savoir que tout n'était pas clair. Mais ce qui nous est arrivé pendant les élections législatives municipales de 2022, avec à la tête deux créatures pas du tout recommandables, c'est-à-dire l'autre là, comment il s'appelle encore, Abdoulaye Diouf Sarr et Barthélémy Diaz. Moi, je disais dans la plupart des entretiens que j'avais avec les gens que le Sénégal a eu le malheur de se retrouver avec deux candidats pas du tout recommandables. Barthélémy Diaz est un meurtrier. C'est confirmé, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Et l'autre là, c'est un bandit de grand chemin, Abdoulaye Diouf Sarr. Mais ici, la situation, c'est qu'il faut faire le choix du moindre des mots. Voilà. Donc, quand on parle du moindre des mots, quand on vous propose deux mal, il faut choisir le moindre des mots. Voilà. C'est-à-dire le mal qui, d'une manière ou d'une autre, est plus ou moins supportable. C'est comme si on vous demandait dans une condamnation à mort, qu'est-ce que vous choisissez entre la guillotine ou bien la fusillade. Voilà. Donc,
ces deux mots, vous êtes dans un dilemme, vous êtes obligé de choisir. Mais lors des municipales et législatives, les Dakarois étaient contraints de choisir entre Abdoulaye Diouf Sarr et Barthélémy Diaz. Les Dakarois ne voulaient ni l'un ni l'autre, mais ils ont choisi le moindre des mots, ou bien le mal le plus commode. Parce que si c'était Abdoulaye Diouf Sarr qui était un grand bandit de grand chemin, vous avez vu ce qu'il a fait avec le Covid-19, c'est des détournements, c'est une boulimie foncière à n'en plus finir. Il a détruit les Sénégalais. Beaucoup de gens sont morts, mais lui, il a bouffé sur des cadavres. Mais lui, il est lébou. S'il avait pris la mairie, il allait continuer cette gabegie et personne n'allait intervenir. Les Sénégalais ont choisi Barthélémy Diaz, qui n'est pas un lébou, mais s'il prend la mairie, les lébous allaient veiller sur lui et allaient le contrôler et allaient le surveiller. Donc les Sénégalais ont choisi le moindre des mots. Parce que si c'était Abdoulaye Diouf Sarr qui avait pris la mairie, il allait faire ce que bon lui semblait et personne n'allait rien dire. Personne n'allait le condamner. C'était même un danger à la longue pour les Sénégalais. Voilà. Donc les Sénégalais ont choisi Barthélémy Diaz, le meurtrier, l'assassin, non pas parce qu'il voulait de lui, mais parce que tout simplement, il se devait de choisir le moindre des mots. Voilà. Mais c'est exactement ce qui s'est passé entre les Sénégalais, entre Diomaye et le corrompu de Amadou Ba. Qu'est-ce qu'il fallait, qui fallait-il choisir? Ils ont choisi tout simplement Diomaye. Mais avant même de le choisir, ils étaient en train de le critiquer pour dire qu'il n'était pas à la hauteur. Mais la suite, le temps va nous dire. Nous espérons qu'il va assurer pour le bien des Sénégalais. C'est ce que nous souhaitons. Mais, vous savez, le crime, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Vous avez beau le cacher, il va toujours sortir. Le crime, il va toujours sortir. Et il va vous hanter. C'est-à-dire l'imperfection. Quand je parle du crime, même l'imperfection, quelle que soit la façon dont il se présente, de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité, cette imperfection-là va toujours vous hanter comme un démon et vous allez cohabiter avec pendant tout votre séjour. 5 ans, c'est beaucoup, c'est énorme pour cohabiter avec des démons de ce genre-là. Mais allons-y, nous souhaitons seulement qu'ils réussissent. C'est pour le bien des Sénégalais. Mais il faut quand même rester vigilant parce que ce que nous avions dit à son sujet, ce que nous avions relevé comme imperfection concernant ce candidat-là qui est aujourd'hui élu, c'est quelque chose qu'il faudra prêter attention, à laquelle il faudra prêter attention pour que cela ne nous surprenne pas. Voilà. Donc, concernant Pape Alé Niang, toujours est-il, je dis que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout recommandable. Et s'il fait partie de cette mouvance politique, c'est tout simplement, comme le disait l'autre, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Voilà. Ce que l'on peut dire de Pape Alé Niang, c'est ce que l'on peut dire exactement de tous ceux qui sont dans le PASTEF. Ce sont des gens de très mauvaise fréquentation. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout recommandables. Et Pape Alé Niang, qui est un glouton, tout le monde le sait, c'est un glouton, comme le sont d'ailleurs la plupart de ceux qui sont dans le gouvernement. Quand ils ne sont pas des gloutons, ce sont des Bob Marley, abonnés au hashish ou bien à la cannabis. Voilà. Donc ce sont ces personnes-là que nous avons aujourd'hui qui sont à la tête de notre pays. Donc il faudra être très prudent et voilà, veiller sur notre Sénégal et surtout prier pour que notre Sénégal ne puisse pas sombrer dans le désarroi. Voilà. Donc je ne vais pas trop tirer sur l'élastique de mon discours. De toute façon, on en aura d'autres et d'autres. Je voudrais seulement mettre en garde notre candidat Karim Wade contre des gens comme ça. C'est vrai que Pape Alé Niang est un journaliste. Ce sont des gens qu'il vaudrait mieux avoir avec soi que plutôt contre soi. Mais les avoir avec soi ne signifie pas qu'on doit aller avec eux, trimer avec eux, aller même jusqu'à oublier qui ils sont. Il ne faut pas perdre de vue qui ils sont. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout fréquentables, ils ne sont pas du tout recommandables. C'est vrai que les journalistes, il vaudrait mieux les avoir avec soi que contre soi. Mais ça ne signifie pas qu'il faudrait oublier qui ils sont. Moi, quelqu'un comme Pierre Goudiaby Atepa, je lui ai déclaré la guerre. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je vais tirer mes balles sur lui. Voilà. Donc je recommande à tout le monde de s'en méfier, de se méfier de quelqu'un comme Pierre Goudiaby Atepa, parce que si j'ai l'occasion de tirer sur lui, je ne regarderai pas qui est avec lui et qui est à côté de lui. Voilà. Donc je voudrais que tout le monde soit patient avec moi, parce que la politique, moi je la suis avec rigueur. Et j'espère que les gens vont comprendre la façon dont je fais de la politique. Parce que moi, j'ai appris de la politique de façon académique. Donc je vais l'appliquer de façon académique. Ceux qui font dans le tâtonnement, je ne vais pas les critiquer. Mais aussi, ne me critiquez pas moi aussi dans ma façon de faire la politique. Parce que j'ai appris la politique et je défie quiconque. Celui qui s'y connaît en politique mieux que moi. Mais venez, on n'a qu'à faire quelques passes d'armes.
Moi, ça me gratte de montrer ce que je sais faire. Voilà. Mais tant que moi, je ne vous critique pas dans votre façon de faire la politique, ne me critiquez pas dans ma façon de faire la politique. Je vais mener la politique telle que je l'entends et mon intention, c'est de faire la politique de vérité, de mener une politique de vérité jusqu'à l'obtention de mes objectifs. Merci à tout le monde et à bientôt pour une autre discussion, toujours ici dans notre groupe politique du Parti démocratique sénégalais nommé Télé Karine 5. Merci et à bientôt. Bye bye.